Alors, chers amis, nous allons reprendre nos discussions. Et donc, nous avons, se mettant en place sous vos yeux, le deuxième panel qui va être modéré par Monsieur Éric Abadi, donc délégué Outre-mer pour l'océan Indien de l'Ifremer. Et nous avons déjà mentionné l'importance de l'économie bleue pour la région, l'importance d'un agenda de sécurité non traditionnel lié justement à la protection de cette économie bleue. Et donc, nous allons rentrer un peu plus dans le vif du sujet avec nos cinq intervenants. Je cède la parole donc à Eric, au modérateur, en rappelant euh, 12 minutes d'intervention, en l'incitant à être ferme et résolu dans la gestion du temps de parole. Et nous nous arrêtons donc à 15 heures pour une petite pause. Voilà, je D'accord. vous laisse. Merci. Je vous remercie déjà l'IRIS et l'AFD d'avoir pensé à l'Ifremer et donc à moi pour venir animer cette séance sur l'économie bleue. Et donc après, j'allais dire un aspect plus géopolitique. Qu'est-ce que l'Indo-Pacifique? Qu'est-ce que l'Indienne océanique, etc. Donc là, on va rentrer, j'allais dire, dans quelque chose pas forcément de plus concret, mais en tout cas dont on parle tous beaucoup, qui est l'économie bleue et qui est une source, j'allais dire, d'opportunités, parce que l'économie bleue, derrière, il y a une source d'opportunités et de coopération. Et donc, on va avoir un certain nombre d'intervenants qui vont aller, j'allais dire, crescendo vers ce qu'est l'économie bleue. Et ce qui est bien, c'est que on va avoir des panélistes qui vont plutôt nous rappeler ce qu'est l'économie bleue pour qu'on parle un peu tous la même chose, parce que derrière l'économie bleue, il y a beaucoup de choses. On va avoir des gens qui vont nous parler, enfin, un collègue, Sarah Jett, qui va nous parler plutôt des opportunités de coopération, donc entre l'Inde et la France. On aura Nachine qui va nous aller plus sur la partie, j'allais dire, financement, comment on finance l'économie bleue, comment on finance quelque chose qui n'est pas forcément monétisable. Donc, elle a des idées, j'allais dire, pas forcément novatrices, mais en tout cas des idées volontaristes sur comment on peut financer cette économie bleue. Et puis, on finira, j'allais dire, par deux focus et deux volets importants de ce que sont et de ce qu'est l'économie bleue. Donc, on aura les enjeux maritimes et donc les routes maritimes et la souveraineté portuaire, parce que ce sont des enjeux importants. Et puis, nous aurons, via le focus de la ressource halieutique, parce que la ressource halieutique est un élément important de l'économie bleue, mais en fait, il sera certainement, enfin, mon ami Thomas le remettra dans le contexte, mais qui sera plutôt vu sur les jeux d'acteurs autour de cette, j'allais dire, impact de cette ressource qui est la ressource halieutique. Et donc, je remercie donc nos panélistes d'être là et nos experts. Et donc, je vais laisser la parole donc pour 12 minutes. On m'a demandé d'être ferme. Je vais donc être ferme tout en étant avec un gant de velours, avec Méline qui va donc nous introduire les enjeux de la gestion de l'économie bleue à l'échelle régionale, bien évidemment. Merci. Merci beaucoup. Moi, je suis Méline, je travaille à l'IORA, à l'Indian Ocean Rim Association, qui est l'association des États riverains de l'océan Indien, sur les sujets d'économie bleue et de pêche durable. Ma présentation en 12 minutes, je vais essayer, mais elle sera en 3 points. D'abord, présenter globalement ce qu'est l'IORA et l'importance d'une organisation régionale qui est assez unique. Aussi, je vais parler de l'IORA Indo-Pacific Outlook et son lien avec l'économie bleue et la pêche durable. Et puis, toutes ces activités que l'IORA conduit pour promouvoir le multilatéralisme et le développement d'une économie bleue telle qu'on l'entend au sens global. Donc, premièrement, l'économie bleue, c'est un concept qui est assez nouveau, qui a été développé par Gunther Pauli et vraiment conceptualisé. Et à partir de là, plusieurs États ont commencé à réfléchir à ce que serait l'économie bleue. Et c'est là que l'IORA, en tant qu'organisation régionale intergouvernementale qui comprend 23 États de l'Afrique du Sud à l'Australie, avec 12 partenaires du dialogue aussi divers que l'Arabie Saoudite, la Chine, l'Égypte ou la Turquie, s'est positionné sur le sujet de l'économie bleue en 2016. Et là, les États membres ont commencé à réfléchir quelle serait l'économie bleue dans l'océan Indien, quels sujets ils allaient traiter, mais aussi comment ils allaient s'assurer de pouvoir promouvoir une économie bleue juste, inclusive,
et qui respectent également l'environnement, sachant que les données environnementales de l'exploitation des océans sont parfois pas disponibles, et particulièrement dans l'océan Indien où la recherche est un peu moins poussée que dans d'autres zones, d'autres océans. Donc, l'AIORA, à partir de 2016, a commencé à travailler sur les sujets d'économie bleue et a défini en fait plusieurs axes prioritaires qui font partie de cette économie bleue, qui sont la pêche et l'aquaculture, les énergies renouvelables océaniques, les ports et la connectivité, les fonds marins, la recherche marine et la biotechnologie et tout ce qui est les activités côtières, dont le tourisme. Alors, avec cet alignement des 23 États membres sur les priorités de ce qu'est l'économie bleue, on a donc construit un groupe de travail qui permet de vérifier si nos activités qu'on mène et les politiques publiques qu'on encourage autour de l'économie bleue sont des politiques publiques et des guides de bonnes pratiques durables et environnementaux. Ça, c'est très compliqué à le faire parce que en tant qu'État avec des niveaux, quand on a des États avec des niveaux de développement différents, il y a beaucoup de dialogue qui se fait pour savoir comment on s'assure qu'une activité menée, par exemple, au Sri Lanka va également bénéficier au secteur de l'économie bleue en Afrique du Sud. Et donc, l'atout d'avoir une organisation comme ça, c'est de pouvoir avoir des experts de différents endroits qui viennent sur une même plateforme dialoguer et réfléchir à ce que pourraient être les activités de cette économie bleue. Et là, je vais faire la transition avec l'Indo-Pacifique. L'AIORA a introduit le sujet de l'Indo-Pacifique en 2022. Et en fait, ça nous a ouvert à d'autres expertises dans le domaine de l'économie bleue, notamment l'expertise du Pacifique, où là, le concept d'économie bleue est beaucoup plus développé avec tout ce qu'ils appellent le programme le Grand Continent bleu. Euh, et là, ils ont vraiment un peu plus valorisé ce qu'est l'exploitation de l'économie bleue, que ce soit en termes de tourisme, que ce soit en termes d'utilisation des ressources halieutiques, mais également d'énergie renouvelable, de pêche, d'aquaculture. Parce qu'en fait, dans le Pacifique, étant donné qu'ils ont une connaissance culturelle, historique des océans et une approche totalement différente des océans dans son exploitation. Nous, en tant qu'organisation régionale, ça nous a permis de rapporter ce savoir dans l'océan Indien. Il faut savoir que le bureau de l'AIORA se situe à Maurice, donc on est vraiment au cœur des enjeux, on est vraiment de l'autre côté de l'Indo-Pacifique, on est à l'extrême limite en fonction des différentes en fonction des différentes définitions. Mais cette économie bleue est donc toujours est passé de concept à opérationnalisation. Et là, je vais donner en fait quelques exemples concrets que nous, on a pu voir à l'AIORA, notamment avec l'appui de bailleurs tels que l'AFD. On a pu développer un guide pour le développement de fermes aquacoles sur les sujets de concombre de mer. Les sujets de concombre de mer. Donc, on a commencé avec comment pouvoir nourrir ces fermes aquacoles, donc avec des insectes. Et là, on n'est pas sur de l'économie bleue directe, mais c'est de l'économie bleue indirecte. Donc, les insectes qui vont nourrir les parcs aquacoles. Et après, une fois qu'on a ces fermes de concombres de mer, ben, à qui on les vend? Un concombre de mer en Tanzanie, la valeur d'un concombre de mer en Tanzanie, la valeur d'un concombre de mer à Singapour, c'est pas du tout la même, ou encore en Chine. Ça s'achète, un concombre de mer, ça s'achète des milliers d'euros en Chine. Et c'est là que le concept d'Indo-Pacifique rentre en jeu parce que sous ce parapluie Indo-Pacifique, on a la capacité de mettre en connexion des personnes qui n'auraient pas nécessairement pensé à des marchés disponibles. Donc, on a l'exemple du concombre de mer. Récemment, on a eu un atelier sur les débris marins.
On a eu des scientifiques de l'Université de Polynésie française qui sont venus en Thaïlande et qui ont expliqué l'impact des débris marins sur les fermes perlières. Et les fermes perlières sont un sujet qui sont en train de se développer, notamment à Maurice, où plusieurs États membres de l'AIORA sont en train de voir les différentes opportunités économiques autour. Et puis les fermes perlières du Pacifique connaissent déjà l'impact environnemental que cette économie a. C'est sûr que scientifiquement parlant, ce ne sont pas les mêmes océans. Il y a plusieurs axes qui varient de l'océan Indien à l'océan Pacifique, mais avoir un retour d'expérience et de l'expérience de long terme, c'est très important pour les États de l'océan Indien. Et c'est comme ça, nous, au niveau de l'AIORA, on opérationnalise ce sujet d'Indo-Pacifique. Puis, plus largement, si on parle après, par exemple, de la pêche, je sais qu'on va en parler prochainement, mais actuellement, on a le Conseil des hauts fonctionnaires et le Conseil des ministres. Durant 1 an et demi, avec les États membres de l'AIORA, on s'est attelé à développer un guide de bonnes pratiques pour lutter contre la pêche illégale. Et là, en fait, il a été adopté par le Conseil des hauts fonctionnaires, il va être adopté par le Conseil des ministres demain. Et là, en fait, ça nous a permis également d'avoir de l'expertise du Pacifique où ils ont notamment la Commission du Pacifique Sud qui a travaillé sur le sujet, la FFA, la Forum Fisheries Agency qui ont également travaillé sur le sujet, qui sont venus nous apporter leur expertise. On a également eu des partenaires comme la COI qui nous ont présenté leur programme et comment eux, ils traitaient du sujet. Donc, c'est cette approche collaborative, multi-acteurs. On parle pas seulement d'experts, mais on a aussi des personnes du terrain, donc les populations côtières qui nous ont permis aussi de comprendre quel est l'impact de la pêche illégale sur les activités côtières. Et en réunissant cette diversité autour d'un sujet commun qui est la préservation des ressources, mais aussi en ayant totalement conscience qu'il faut des retours économiques, on a pu développer ce guide de bonnes pratiques contre la pêche illégale. Et il faut savoir qu'il y a des États membres de l'AIORA qui sont pas partis aux réglementations FAO. Donc, c'est assez unique la capacité que quand une plateforme régionale, la capacité qu'une plateforme régionale a. C'est sûr que c'est de la soft law, que c'est pas des documents qui sont juridiquement contraignants, mais on continue dans un monde en polycrise. Ces plateformes régionales restent très importantes, surtout pour des sujets qui ont un impact sur l'environnement et qui seront impactés par les changements climatiques. Et puis, je vais rajouter un dernier point s'il me reste un peu de temps. D'accord. Les populations côtières sont les populations qui bénéficient le moins de l'économie bleue. Les populations côtières sont les plus pauvres. Et ça, c'est universel. Et ça, c'est universel. Donc, que ce soit dans l'océan Indien, dans le Pacifique, sur les côtes atlantiques, c'est universel. Et donc, cette économie bleue permet aussi de remettre au centre du débat les populations côtières pour assurer une redistribution un peu plus équitable. Et là, il y aura, à travers son approche qui est vraiment transversale, parce qu'on travaille, c'est une organisation intergouvernementale, on va pas se mentir, donc on travaille quand même top-up, mais on a aussi une approche bottom-up qui nous permet de récolter de la data et faire en sorte que quand on propose des initiatives de développement, ça puisse répondre à des besoins de terrain. Et quand on est dans un monde où il y a des crises en permanence et que la sécurité n'est pas en acquis, trouver des terrains de discussion comme l'économie bleue, on va dire que c'est un atout. Merci Méline, c'était extrêmement instructif et puis très, très détaillé. Et si je devais essayer de synthétiser et de résumer un petit peu ce que tu nous as dit, moi ce que je retiens, il y a des mots extrêmement importants. Bon, déjà, vous êtes une association de terrain, vous travaillez quand même avec 23 États membres, ce qui est quand même pas rien. À mettre 23 États membres autour d'une table, on sait déjà en mettre quelques-uns, c'est pas toujours simple.
Tu as beaucoup insisté sur le multilatéralisme, et ça, c'est aussi extrêmement important. Et tu nous as bon, rappelé les différents secteurs de l'économie bleue, mais surtout tu as donné des exemples extrêmement précis sur les guides de bonne pratique que vous avez pu mettre en place. Là, on touche vraiment du concret. C'est-à-dire que ben, comment valoriser les concombres de mer, ce qu'on appelle holothurie, comment les amener d'une région où il n'y a pas de valeur et comment on peut produire et donc générer de la valeur en les aidant à exporter dans une autre région. Et j'avoue que ça, c'est quelque chose d'extrêmement important d'arriver à trouver et à monter ces chaînes de valeur, parce que monter des chaînes de valeur, c'est pas simple. Et si je devais retenir une dernière chose, parce que c'était, et non pas la moins importante, mais c'est qu'effectivement, souvent les populations côtières sont celles qui sont les plus pauvres et sont celles qui, que ce soit l'économie bleue ou d'autres types d'économies, sont souvent les plus oubliées. Et le fait de pouvoir aller leur parler, leur faire les remettre au centre du débat et leur permettre de progresser et de subsister, ben, rien que par ça, franchement, c'est quelque chose d'extrêmement important et auquel beaucoup de mes collègues scientifiques et beaucoup d'États sont extrêmement sensibles maintenant. Donc, merci. Donc, pour, euh, pour poursuivre, on va donc aller maintenant avec Sarah Bjet, who is going to speak to us how to develop collaboration and opportunity of collaboration between France and India for blue economy. Thank you, Sarah Bjet. Thank you, Chair, and could I have my presentation up, please? Thank you. First, I'd like to thank the organizers and Marianne, my friend. Reunion has always been on my bucket list, and to date has been realized. And I do hope the blue economy also achieves the same sort of a result. So what I'm going to do is I'm going to look at certain basics and perspectives that I think both India and France have to agree upon. And if there is no convergence or limited convergence, then that has to come together. And thereafter, I will look at how can India and France under IORA progress a blue economy. And so first of all, let's agree that if you're going to look at blue economy, then you need to maximize human benefits and well-being while not compromising on ocean health. And this is also something that stems from the okay, how do I next? Okay. So what I was going to show you in the next slide was the 17 SDGs. And number 14 is life underwater. But you'd have to understand, you'll have to understand that all of these SDGs in some way directly or indirectly are linked with blue economy. So it's not only the SDG 14. So that's something that needs to be understood. Thanks, I'll take this. Thank you. So, okay, I think the transition is gone. So what I was going to show you here was the fire triangle on the right and the blue economy triangle on the left. So if you look at the fire triangle on the right, if you remove one of the three legs, which is oxygen, heat, or fuel, the fire extinguishes. If you look at the blue economy triangle, which has got science, government, and society, even if one of these sides does not deliver, your blue economy is going to falter. And the underlying diagram was that under science is researchers, that is most of us in this room, and also people who sit in the government on the left side. And society is what was mentioned by the previous speaker, where the coastal communities also come into play. So it's a whole living ecosystem. Each supports the other if you really want to progress blue economy. So you need to mind what I call the 5 Ps, or what is popularly known as the 5 Ps. So let's start from the left, that is people. Then is you got to have peace if you want to progress economy. And then with that comes prosperity, for which you need partnerships. And then of course the overall aim is that you will actually save the planet. And you can progress on what is often called as sustainable exploitation of the
ocean resources. Mind you, the ocean resources are only part of the blue economy. So there has to be reason to come to a common convergence on what you mean by the blue economy. Maritime trade depends upon the ocean, so that's part of your blue economy. The pollution that comes from the land, which comes from the shipping also, impacts your oceans, therefore that impacts the resources, and then the cycle continues repeating itself. So you have to mind these 5 Ps if you actually want to progress blue economy. And so what are the focus areas? In case you can think that it's very small, I just thought I'll flash this for you. This is not the full, but I think the most elaborate roadmap I've come across, and the focus areas are for capacity and capability development. Obviously, a lot of these focus areas do not apply to some nations. So you have to look at what are the common points that you want to develop on. What is it that are the nation's independent capacities and capabilities to absorb that capacity, to absorb that capability, to keep it running. Then comes the question of education, training, HR, infrastructure. So each nation has a limited strategic horizon. That needs to be understood. So I just thought I'd show you this map that it's not so easy, but it isn't rocket science either. So what about regional cooperation? So when we look at IORA and the blue economy is placed as a cross-cutting issue for the reasons that I've just explained. There is a working group on blue economy. My previous speaker already said that. And I think if you really want to restart from the basics, we need to go back to the 2019 meeting, which was the Dhaka Declaration, where the agenda was made very clear. 6 pillars were identified. Today, I think there are 4 pillars on the website, but it amalgamates all these 6. So there needs to be that look. And of course, we shouldn't forget the blue carbon hub. I think it's oft missed out point under discussions, and therefore it needs to be taken a little bit more seriously. So what I wanted to show you was the map behind of the Indian Ocean region, but we made this map in 2015 when we were revising the Indian Maritime Security Strategy. And we identified 11 choke points. So starting from the left bottom Cape of Good Hope, what you can't see, which has unfortunately got hidden, is the Mozambique Channel, and a lot has been said about it. So way back in 2015, we also recognized that the Mozambique Channel is going to become a choke point for multiple reasons. One is instability, Rovuma gas fields, piracy 1.0 came to the northernmost mouth of this Mozambique Channel. And then, of course, with the rerouting of shipping, SLOCs are passing both sides through the Mozambique Channel and also the central Indian Ocean region. When SLOCs reroute, the attendant threats, risks, and challenges will come along. And that may pose a new security threat for most of the southwest and the southern Indian Ocean region if the Red Sea does not open up, and the rest are all the other choke points, the flash points which you see. Again, what is hidden by the black slide is the yellow spots on, one was the Mozambique Channel, one was on Maldives, one was on Sri Lanka. These are issues that the region has got over. Relationships should improve, and it's more important for IORA and especially for the southern Indian Ocean region that these nations also work in tandem. And that's, of course, the differences with India are separate. You see a red flashpoint on Bangladesh. We are seeing Chinese interests in Bangladesh increasing. We are seeing the Americans showing an interest in Bangladesh as well as Russia. It's not a good spot for any nation to have the superpowers playing a game in their region, which will subsequently sort of impact. And then, of course, the North Arabian Sea. And the Red Sea is a specific point I'd like to mention. Instability on land always finds a method of pushing instability onto the seas, where the Red Sea is unique. This war and instability in West Asia or Gaza is showing indications in the Red Sea, courtesy the Houthis. So this is an example how an indirect linkage of instability can also reach this region. And therefore, geopolitically, it's not a very encouraging scenario today, especially for IORA, where you have a mix and match of various nations and you have the superpowers in and they're all dialogue partners. So therefore, when India assumes the chair, which is what I saw in some places when I did some research, was November 2025, means that, and as per the rules and regulations, and correct me if I'm wrong, but when the vice chair is supposed to be vacated 6 months in advance, the notification is given out for nations who wish to volunteer
or the Council of Ministers will then take a call. I think it's now the right time for France to come in as vice chair. France has been a member of IORA for 4 years. We've been a dialogue partner since 2001. If both chair and vice chair work together, and examples have been shown done before, push together, and then of course we can interlink the Sustainable Development Program. There'll be an economy of effort, and perhaps a working group on blue economy would be able to work together. But when you look at many nations together, there are issues. So I'm a big fan of minilaterals. So I say that for minilaterals, India, France, maximum 5, and I say this because of the relative success of the Colombo Security Conclave. Any more than that, and then you have trouble. The agreements would be difficult to come by. Create requisite policies. Nations who don't have the policy, you can help build them up, set clear, measurable, and consistent goals and targets, create a level economic legislative playing field, develop, apply standards. I mean, this is a wish list. Even if we manage to attain 60% of this, I think we would have a measure of how to progress the blue economy. What are the advantages of those collaboration and cooperation? One is that there will be better connection with other national economies. A lot of points my previous speaker has already mentioned. I'm not going to repeat that. Your national prosperity increases, boost coastal and national economy. Coastal communities are integral to this. You have to look at it. Let me give you an example. In India, we have a recorded 3,840 or 3,850 fishing villages. So you can imagine that ecosystem that survives on only fishing done by coastal communities. I'm not talking of anything else. You will increase employment. You will promote entrepreneurship. Measured exploitation is what I mentioned. There are untapped potentials of the oceans. We need to be careful. Seabed mining is another huge issue that is going to take center stage, and it may be a runaway policy by certain nations, so that needs to be discussed. Climate change mitigation is, well, there was a time when cyclones were well behaved. They'd come into the Indian Ocean region at measured intervals, which the meteorologists could tell you. Today, they come at their own free will. So we are at the mercy of climate change. And then, of course, the overall aim is a regional sustainable development plan. Idea is to foster greater regional and international cooperation, marine science and technology, create or strengthen existing centers of excellence. There was a dialogue on this. I don't know where it has gone, but we need to look at that. Maybe we can put them on certain. Reunion is one good, I think, an example, because there's a lot of examples of how to sustain and cultivate your natural environment. Strengthen and integrate ocean management. This has to be a collected effort. There is a future in the ocean industry. There's no doubt about it. But the foresight is to ensure that we don't spoil the planet and we do not overexploit. And therefore, if these are pillars we need to look at, then pillars need feet to move. And I think India and France are the right feet at this point in time to progress blue economy under the IORA banner. And this is my last slide. And this is mainly to the younger generation who's sitting behind, that if you actually want to make a difference, if you actually want to push blue economy, then you got to keep thinking maritime and blue economy. And I'll stop here. Thank you. Thank you, Sarabjit. It would be more easier for me to synthesize in French, but I try to speak slowly for the translation. Donc, il y a des mots importants qui ont été prononcés, et donc moi, ce que je retiens, c'est qu'il a beaucoup, Sarabjit a beaucoup axé aussi sa présentation sur la nécessité d'un océan en bonne santé. Et si on veut avoir une blue economy, si on veut pouvoir avoir une exploitation durable, il ne faut pas oublier cette question de cette santé de nos océans et de nos écosystèmes. Il a aussi beaucoup insisté sur le multilatéralisme. Il a beaucoup parlé du multilatéralisme. Et donc là aussi, c'est quelque chose d'important. On ne peut pas faire les choses tout seul. Et donc, d'où l'importance de trouver des bonnes coopérations et de pouvoir monter des projets avec des objectifs qui soient bien clairs, avec des objectifs mesurables qui nous permettent effectivement d'avancer vers cette économie bleue. Alors,
il a quand même beaucoup, on l'a vu passer, mais il a quand même aussi beaucoup axé sur les difficultés, en tout cas les dangers qui guettent cette économie bleue. Donc, en tout cas, au niveau régional et dans le canal du Mozambique, parce qu'il a beaucoup parlé du canal du Mozambique. Donc, on a parlé effectivement d'un certain nombre de comportements qui étaient quand même plus axés sur le passé, mais qui ont beaucoup marqué, qui étaient les événements de piraterie, donc qui ont aussi beaucoup limité j'allais dire, le développement de cette économie. Et puis, il y a toujours un certain nombre de jeux d'acteurs et de grandes puissances qui sont là et qui sont là pour effectivement défendre leurs intérêts et en tout cas avancer leurs pions. Et donc, on en avait évoqué un petit peu ce matin, il y a aussi des jeux de revendication parce qu'en fait, il y a des enjeux forts. Donc, autour de cette économie bleue et de ses ressources. Et donc, effectivement, chaque pays avance ses pions. Et il a beaucoup insisté, enfin en tout cas, je pense que c'est un peu l'objectif de votre association, c'est aussi d'insister sur le dialogue et donc de favoriser les endroits où on peut avoir des zones d'échange et ce qui va permettre effectivement d'aller vers une économie bleue qui va permettre d'être en connexion aussi bien avec le niveau côtier qu'avec le reste de l'économie, parce qu'on parle beaucoup d'économie bleue, mais elle peut pas être hors sol et hors de l'économie nationale et qu'une économie, et il n'y a pas de tabou à le dire, une économie, ben, ça doit créer de la valeur, on le disait tout à l'heure, ça doit créer des emplois et des emplois durables et pour des populations qui doivent en bénéficier. Ça ne doit pas forcément être des chaînes de valeur qui sont exportées. Il faut donc bien qu'il y ait un retour au niveau des populations locales et c'est comme ça qu'on aura un développement durable dans la région. J'espère pas avoir trop traverti ce que tu nous as dit. Donc, merci. Donc là, nous allons continuer avec Nachine, qui, elle, va plutôt nous parler d'un secteur qui l'intéresse et qui est important pour elle. Donc, elle est chargée de mission de l'économie bleue à Cap Business Océan Indien, donc basée à l'île Maurice. Et en fait, elle va nous parler un petit peu plus de ce côté, j'allais dire, qui dit économie, dit financement de cette économie. Et donc, elle va nous présenter sa vision de comment on peut financer cette économie bleue. Merci, Nachi. Merci. Bonjour tout le monde. Je suis Nachine, chargée de mission pour l'économie bleue à Cap Business aussi en Indien. Je vais présenter en anglais, mais n'hésitez pas à me poser des questions en français si vous avez. Alors, the topic of my presentation today is the challenges of financing the blue economy sector in the Indian Ocean. Before the slides are on the screen, well, based on today morning's presentation and discussion around conflict and around collaboration, well, I'm very much a fervent supporter of collaboration and partnership versus conflict resolution. And I believe that economic development, economic collaboration and cooperation could be one of the solutions for developing the blue economy in the region, where all the states and the you know the big states and those in the region could benefit from. So I will start by giving you a perspective on the global trends on the funding and financing initiative for blue economy. Then we will come to the region, what's happening in the region, what we are doing, what we are missing, and where we can go in the next few years. So this picture, I want you to remember this picture very well. Towards the end of my presentation, I'm going to ask you to remember this picture. Just a brief description. This was taken in a market in Komoro. This slide is showing the state of our blue economy today. What we ought to see was a colorful coral reef, colorful fish, a stock of fish. But today what we are seeing is lots of plastics,
This turtle life is endangered because it cannot make a difference between food and plastic. It eats plastic or it's trapped by the plastic. Then we have the effect of climate change on the natural organisms of the blue economy, such as the coral reef. We all know about the bleaching event of the Great Barrier Reef. And then there is unsustainable fisheries. So all those who depend on fisheries resources for a living, like the fisherman community, artisanal fisheries or industrial fisheries, they have been practicing unsustainable fishing methods, which have depleted the fish resources in our ocean. So then we came to the term blue economy. So it's a little bit unfair, but 10 to 20 years ago, we were saying that the blue economy has a lot of potential for the next generation to come, for you guys sitting here. And now we are asking you, well, if you need to develop the ocean, you need to start protecting it first. So how do we do this development when on one side we have to protect the resources and on the other side we have to benefit economically from it? So this is a very challenging thing to do, but we have been attending conferences. There have been several conferences, workshops organized worldwide in the region and even at local levels to define what blue economy is for the world, for the region, and then for each country. If you have been at the United Nations conference where every country had to build a roadmap on the future we want document. So there was a future that we all wanted there. Then we came back to our country, and now we want a future now for this country. Is it the same future that you all want when you were in the United Nations? So these are the kind of questions that we all need to ask. But by definition, we all are aware of the consequences of doing development that are not sustainable. So if we continue on unsustainable practices, then of course there is not going to be any resources left for any economic development. So the 2030 agenda, the COP21 Paris Agreement, United Nations Ocean Conferences, SDG 14, like my friend just mentioned. So there are 30 by 30 rule, which means that by 2030, all the nations should have reached 30% of ocean conservation. So based on this definition, we are now transiting from ocean economy to blue economy, that is sustainable ocean economy, regenerative ocean economy, and so on. We look a little bit from this definition and from these conferences, so how we are going to finance blue economy by protecting ocean. This is a very challenging thing to do for any state, any policymaker. So based on these definitions, the first financing initiative was done by the United Nations in 2018 based on the SDG goals, especially the SDG 14, which is now providing banks, insurers, and investors to develop their financing framework to be able to finance blue economy projects. So all the blue economy project that is being funded, such as the donor institution, they need to bear in mind that ocean prosperity, restoring biodiversity, and ocean health are the major objectives of those funding initiatives. So the EFD and the Commission Européenne, they are spending largely in ocean conservation projects. From the statistics, 7% of EFD's portfolio go into ocean conservation. And a lot of these projects are about the plantation of mangroves, ocean conservation, such as fighting plastic pollution in other parts of the world. This year in Korea, European Commission pledged 300 million euro in favor of ocean conservation, out of which 58 million euro is supposed to go to the countries in the Western Indian Ocean. So this is information
from the internet, but of course there needs to be the policy to fund these projects. This is a kind of innovative financing that has been derived from blue economy. So it's called Blue Bond. It's trending in the moment, especially with sovereign and regional efforts. So what is a blue bond? It's like a debt instrument that is issued by governments, development banks, or others to raise capital from impact investors, and then they finance ocean-related projects. One example is Seychelles. It was a debt swap by the Nature Conservation, TNC. So TNC bought Seychelles debt in exchange of Seychelles doing conservation project. So they bought the debt of Seychelles so that Seychelles could do conservation projects. So then they issued the blue bond, where this money is now going in favor of supporting ocean conservation project. After the first blue bond in Seychelles, China has issued also its blue bond. Several other countries, but then we also have regional blue bond initiatives, such as the Nordic Baltic Blue Bond or the Asia Pacific Blue Bond, where the countries are benefiting from this blue bond, such as Thailand, Singapore, to do projects in fighting plastic pollution or ocean conservation initiative. This is another kind of investment in the blue economy. It's called it's called impact investment. And they are mainly from active investors from the private sector. So they do that by setting up funds. And those funds then go to the companies that have, that are either, they can be university students like yourself, who just leave university and then have a project idea in mind, and you get the investment from those investors, and after 3 or 4 years you start making a profit out of this investment. And this is how impact investors are also developing this project. This is from the Impact Investor Report. If you want to have more details about what's going on about impact investors in blue economy, you can have a look, and you can also have ideas about the projects that are being developed by startups in the blue economy. So on the right is the number of ocean funds that have been set globally by impact investors. Only in Europe, there are 196, and of a commitment of 37,600 million euro of impact investment fund for blue economy. We have been talking about blue economy. We all very know what is renewable ocean economy or blue tourism or blue biotechnology. But in reality, blue economy, like I said, is a transition from ocean economy to a more sustainable blue economy. So there is already, it means that there is already an existing industry that needs to shift to a more greener or bluer approach. And this is what startups at university or like very mature, like very young companies are doing. They are developing some ideas based on technology, science, and innovation to improve the existing industry. And I can just elaborate on one example, the Innovasi. So Innovasi is based in USA, and they are using artificial intelligence and the Internet of Things to improve the feeding system of the aquaculture firms. Now we come to the region. Blue economy for the region is not very different from the definition of the global blue economy definition, but of course, it all lies on protecting the oceans. The map that you see is published by the Nairobi Convention Center, indicating that today we have got 142 marine protected areas. What are marine protected areas? They are a dedicated zone by the government that are responsible to protect and manage this area so that this area then can replenish the resources naturally. In 1970, we had 19 MPA in the Indian Ocean. Today, we have 142. What does this mean?
what does this mean, having a lot of MPAs in the region? So probably I'm going to ask a question to the panelists here. So if I came to you to fund a project, let's say you are a banker. So if I came to you to fund one of these projects, which project would you fund just by looking at the picture? Would you? That's a trick question. Okay, I'll make it less tricky. So would you fund the picture on the right or on the left? Logically, a bank would go for the left. Exactly. Logically, a bank should go for the left because it is saying so much without having to say that this is a solar energy farm, and solar energy projects are good projects and not the risky projects. So just by looking at this picture, the bank knows there is money in this project and they're going to give you the money. But the picture on the right is a picture of fluorescent coral. And you know, corals are home to organisms that have the capacity to cure diseases like cancer. So because the bank does not know this, the bank will not give you the money. So the funding challenges starts from here. Do we have enough data on what we are protecting and what we are developing? Next, please. Now we come to another challenge of states, small island developing states. This picture, as you see it, is exactly what a small island developing state is. Mauritius, for example, is just an isolated country with very small market size. I do 3 years of studies. I do 5 years of studies and I do my PhD. Then I decide, okay, I want to start a business. And this business that I start, I want to sell my idea to a small population of 1 million, let's say 20% of this 1 million is going to buy my product. And we are very disconnected from the bigger market. So how do people in these countries really start on a private sector basis? Definitely, this is where the funding becomes a challenge. Now we have geographic isolation, poor connectivity. In the Indian Ocean, we have so many ports, but we are still using Durban and Dubai as our main point of entry or our main export port. So the inter-regional maritime connectivity is an issue that needs to be tackled if we want to develop the blue economy for the region. And I'm not going to elaborate on climate change or natural disasters because we all know very much how cyclones affect the structures that we want to put in the ocean if ever we want to start let's say, an aquaculture project. But the final point, it's okay. We are also heavily dependent on tourism, which means that why do tourists come to your country? It's because you have got beautiful beaches, you have got turquoise blue water, but what happens if these water are contaminated or in any way affected because we have got other activities happening? Tourists don't come. So the priority for any government in SIDS is to give the importance to the tourism industry. But all of this can coexist if we know how to go about planning for the development. And this slide is showing a little bit more about the inherited challenges when you are a SID. So, for example, the donor agencies, they are not going to give me a startup money to start a business, but they would prefer to give a marine NGO money for a conservation project. But there is no track record of this project. They are just planting the mangrove, they are just conserving the forest, but there is no scope for further economic development. Somehow, while doing this kind of project, we need to be able to benefit from this kind of investment. Then when we go to the bank, I already explained to you, the bank is going to ask thousands of questions, thousands of documents that we are not ready to give because we don't even know the data of those marine organisms. And in this region, compared to Asia or Europe, we don't have the framework for supporting startups. Not only for blue economy, but for any other startups. So this becomes even more difficult when the startups reach a certain stage and then they have to give up on their idea.
And about the policy misalignment, I already explained that there is a global strategy, then we have regional strategy, then we go even further down, we have local strategy. But are all these aligned with each other? Are we there? Are we really making the point by having different strategies? Almost. So these are the kind of challenges faced in the Indian Ocean. We have seaweed project started by women, and then we had a marine startup, robotic startup, who had to give up idea. And okay, do you remember the picture that I asked you about the tuna? So that was a tuna that nobody would buy probably at this fish market. But what if I told you that the skin of the tuna and whatever you don't use out of this tuna is what we use to make the omega-3 fish oil? And this only happens through investment. C'est bon? I had more slides, but it's okay. Donc, merci Nachim. Donc, une présentation extrêmement dense et qui est un petit peu compliquée à résumer, mais en fait, on a vraiment bien compris que tu as insisté par deux fois sur la transformation de, j'allais dire, l'économie maritime ou l'économie océanique en blue economy. Donc, on voit bien que derrière, il y a cette notion d'économie durable et profitable, comme on disait tout à l'heure, et juste, en fait, pour un juste retour pour les populations. Donc, il y a un certain nombre tu as fait référence, évidemment, aux différentes conférences de l'UNOC, la COP 21, qui sont des marqueurs importants. Il y a des prises de conscience, j'allais dire internationales et aussi bien européennes, puisque tu as insisté sur la partie de la conservation obligatoire qui va être mise pour les territoires, en tout cas européens, d'avoir 30% de leur territoire qui soit protégé, leurs écosystèmes d'ici 2030. Donc c'est quand même des marqueurs importants. Mais l'élément important que tu voulais signaler, enfin si tu me dis si je me trompe, mais on était quand même sur le financement. Et tu as beaucoup insisté justement sur un certain nombre de mécanismes qui pouvaient aider à ce financement. Et tu as beaucoup insisté sur les fameux blue bonds, donc ces obligations de la blue economy. Et donc pour toi, effectivement, tu as donné un certain nombre d'exemples et en disant qu'effectivement, l'exemple du banquier qui choisirait des fermes solaires plutôt que d'aller travailler sur des coraux, sachant que de la biotechnologie qu'on pourra et des molécules qu'on pourrait sortir des coraux pourraient avoir un avenir, mais ça nécessite des efforts de recherche extrêmement importants. Mais en fait, j'avais quand même une question, est-ce que, parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup justement de ce financement de cette blue economy, donc l'accès à ces financements, et tu as insisté sur ces obligations, ces blue bonds, est-ce que tu crois que c'est vraiment le moment? Est-ce que tu crois qu'il y a vraiment un avenir pour ces obligations, ces blue bonds? On aura un petit temps d'échange après. Oui, on a un petit temps. Ça serait une question. Mais c'était quelque chose qui me... Ah, ouais. Mais donc on reviendra dessus parce que c'est une question importante. En tout cas, merci beaucoup. C'est vrai que j'avais l'impression qu'on avait tout notre temps, mais bon, on commence déjà à être un peu en retard, mais ça c'est typique de notre, j'allais dire, de notre communauté où on a tendance à aimer s'écouter parler. Donc, ben, je remercie donc Marie-Annick, donc qui est professeure en géographie à l'université, donc une collègue de l'université de La Réunion. Et là, on va passer, j'allais dire, après avoir vu, j'allais dire, des aspects beaucoup plus génériques ou généraux sur ce que pourrait être l'économie bleue, donc les différents secteurs. Donc Marie-Annick va plutôt insister sur les grandes routes maritimes de la région et sur les grands enjeux portuaires et de leur souveraineté. Et donc je suppose avec les jeux des acteurs et les influences qu'il peut y avoir. Donc merci Annick. Okay. Donc 12 minutes. Merci, monsieur le modérateur. Donc merci Eric. Donc notre objectif est de présenter et d'analyser les grands enjeux maritimes et portuaires donc présents dans l'océan Indien, a fortiori donc en son flanc occidental,
non pas comme une marge lointaine de l'Indo-Pacifique, mais bien comme partie prenante. La multiscalarité, donc chère aux géographes, va servir de fil rouge à mon propos. Donc, notre analyse va se découper en 3 temps, un peu sous forme d'entonnoir. Je laisse Adrien peut-être. Voilà. Donc, sous forme d'entonnoir, on va passer de la petite à la grande échelle. On va d'abord dresser un état des lieux, donc des routes maritimes qui zèbrent l'océan Indien. On va s'intéresser ensuite aux versants maritimes et aux interfaces portuaires du grand sud-ouest de l'océan Indien. Puis on fera un gros plan sur 2 complexes portuaires de ce bassin géographique, donc Maputo, Mozambique, et Port-Louis, donc à Maurice, plutôt sous un angle contrastif que comparatif. Donc, à ce stade, il nous semble opportun d'apporter une définition du port. Tout à chacun peut faire appel à une image mentale, à une représentation. On a quelques exemples ici de photos de Zanzibar, du port de Rodrigue, de Longoni encore à Mayotte. Donc on a des paysages récurrents de grues, de dockers, de conteneurs qui peuvent être énumérés. Donc André Vigarnier définit le port comme une synapse, une aire de contact entre 2 domaines de circulation, la circulation maritime et la circulation terrestre, donc entre un avant-pays et un arrière-pays. Donc ouvrons donc l'analyse par un regard en surplomb à petite échelle. Donc l'océan Indien qui se déploie sur grosso modo 70 millions de kilomètres carrés, possède, j'allais dire, il est flanqué, cet océan Indien, sur ses pourtours d'axes stratégiques, de passages stratégiques, un peu en écho avec Sarajé, donc Parma. On peut donc dire qu'il y a 8 choke points qui sont les passages clés le long des routes maritimes dans cet océan Indien. Et 5, on va dire même, qui sont cruciaux, comme Hormuz, comme Malacca ou détroit de Bab el-Mandeb. On pourrait les dépeindre comme des artères vitales qui connectent de nombreuses régions avec des flux de marchandises importants. On peut ajouter à cette liste, effectivement, le détroit de Lombok ou de la Sonde, ou encore donc le canal du Mozambique. Sur les routes qui mènent ou qui sortent de l'océan Indien, on peut noter que par Suez passe 10% du trafic maritime mondial, 8% pour le Cap de Bonne-Espérance et quasiment 24% par le détroit de Malacca. Le détroit de Malacca, c'est plus de 90 000 navires par an, c'est un bateau tous les 5 à 6 minutes. Ainsi, donc, la principale artère maritime de cet océan Indien, du moins jusqu'en 2023, se déployait entre Malacca et Suez. Donc, sur cette route plutôt latitudinale, on pouvait compter 16,1 millions de VP. Donc, le VP, c'est l'unité de mesure des conteneurs. Un EVP, c'est un conteneur de 6 mètres. Les autres flux qui sillonnent cet océan dessinent plutôt des courbes, j'allais dire, nord-sud. En particulier entre le détroit d'Ormuz et le cap de Bonne-Espérance, via le canal du Mozambique. On a plus de 5000 navires qui passent par cette route. Ou alors entre le détroit de Malacca et le cap de Bonne-Espérance, au large des Mascarenes. Donc, dans cet océan Indien, on assiste depuis peu, donc depuis novembre 2023, on l'avait énuméré, à une nouvelle architecture portuaire maritime. Donc, l'instabilité en mer Rouge liée à la situation au Yémen, donc ont accentué les flux nord-sud. On note plus de 200 attaques dans le détroit de Bab el-Mandeb, donc au large du Yémen, depuis novembre 2023. Donc, on a parlé de cette vague d'attaque des Houthis. Donc, cette situation a conduit à une réorientation considérable des routes maritimes. Suez a ainsi perdu 50% de son trafic, passant de 26 000 navires à 13 000 navires sur la période. Donc, plusieurs conséquences ont résulté de cette instabilité. Donc, en particulier, en termes de distance et en termes de distance-temps. En termes de distance-temps, il faut maintenant 41 jours par le détour de la route du Cap, contre 31 pour Suez. Et en termes de distance-coût, pour un conteneur de 12 mètres, il faut compter aujourd'hui $260
sur cette route maritime contre 160 au départ. Notons que même si un cessez-le-feu a été signé le 6 mai entre Washington et les houthistes, réadopter l'ancienne trame des routes maritimes devrait s'inscrire sur un pas de temps long. Donc dans cet océan Indien, les flux ne sont pas que traversiers. De multiples ports en habillent les pourtours et alimentent ces routes. Intéressons-nous donc au grand sud-ouest de l'océan Indien. Hein, donc, il tient dans un quadrilatère d'à peu près 25 millions de kilomètres carrés, sans qu'il ait de forme stable. Il serait plutôt à géométrie variable. Il s'étend, on va dire, grosso modo, des rives est-africaines jusqu'au Mascareigne, de la Tanzanie à l'Afrique du Sud. Donc, les trafics des ports du grand sud-ouest de l'océan Indien oscillent entre 100 000 tonnes pour le port de Moroni, c'est le plus petit port de la zone, et plus de 80 millions de tonnes pour Durban et Richards Bay. Hein, ce sont les plus grands ports du continent africain. Donc, ce bassin comporte deux versants, un versant continental et un versant insulaire, de part et d'autre, donc du canal du Mozambique. Donc, deux types de ports habillent les façades régionales, les ports vraquiers versus ports plurifonctionnels. Alors, par les vracs, on entend toutes les marchandises qu'on va vider directement dans les cales des navires. Vous avez les photos ici de Maputo, au nord, hein, vous avez, en haut de la photo. Donc, le sucre, là, à Maputo, vous avez encore le charbon. Ce sont tous les vracs qu'on déverse directement dans le cale du navire. Et à l'autre extrémité du continuum, vous avez donc ce qu'on appelle les marchandises générales. Et la marchandise reine, ce sont les conteneurs. Alors, on peut noter que, merci Adrien, on a donc les plus grands ports vraquiers du continent sur cette façade maritime. On a dit Richards Bay. On peut aussi considérer que le port de Maputo est un port vraquier puisque c'est 90% de son trafic. On est là à plus de 30 millions de tonnes. Et le pendant de ça, ce sont donc les ports plurifonctionnels, les ports à conteneurs. Les 5 plus gros ports à conteneurs de la zone sont par ordre décroissant. Donc Durban, Dar es Salaam, Kourou en Afrique du Sud, et les deux ports insulaires, donc de Maurice et La Réunion en 5e position. On peut rajouter que les grands ports d'Afrique du Sud, du Mozambique, de Tanzanie desservent un vaste marché, c'est plus de 300 millions de personnes dans l'arrière-pays, surtout des pays enclavés. Donc les ports régionaux, en particulier africains, embrassent de vastes arrière-pays auxquels ils sont reliés donc par des corridors qui marient routes et voies ferrées. Donc par un effet de loupe, intéressons-nous maintenant donc aux deux ports régionaux. Merci Adrien. Donc le port de Maputo, qui est donc le plus gros port du Mozambique, qui se répartit sur deux sites, le site de la Baïcha et le site de Matola. On peut voir là 3 photos de ce port. En haut, le terminal à chrome et à ferrochrome, donc les vracs. On peut voir aussi une petite partie du terminal à conteneurs. Au milieu, le terminal sucrier. Et en bas, on a le terminal voiture, qu'on appelle aussi le terminal RoRo, Roll-on Roll-off, pour entrer et pour sortir. Voilà. On peut passer à la suivante. Donc, comme je disais, Maputo sert d'exutoire à de nombreux pays enclavés, mais aussi à l'Afrique du Sud. Ce qu'on appelle le corridor de Maputo, c'est cet axe qui court de Johannesburg jusqu'à Maputo sur plus de 500 kilomètres. Et on voit passer plus de 25 millions de tonnes de marchandises le long de cette frontière, en particulier des vracs, du charbon, du chrome. Chaque jour, on a plus de 1000 tombereaux. Ce sont ces gros camions de plus de 36 tonnes qui transportent donc des minerais jusqu'à la frontière et donc jusqu'au port de Maputo. Ajoutons que le port de Maputo a pour concessionnaire depuis 2003 la Maputo Port Development Company, qui est issue d'un partenariat entre la Compagnie des chemins de fer mozambicains et Portus Indico. Alors Portus Indico, c'est un groupe composé entre autres du Sud-African Greenbro, une entreprise de logistique, et de DP World. C'est un exemple certes représentatif de partenariat public-privé, mais ça témoigne également du rôle grandissant de nouveaux acteurs dans la reconstruction des infrastructures en Mozambique. Outre la Chine, donc l'Inde, les Émirats arabes unis, le Brésil font désormais partie du paysage économique mozambicain. Merci.
Ajoutons que le port de Maputo est desservi par une douzaine de compagnies maritimes, que j'ai représentées ici sous forme de petits schémas. Donc ces compagnies sont soit spécialisées dans les conteneurs, on a les grands leaders, CMA, Maersk, MSC. On peut retrouver aussi des compagnies spécialisées dans les vracs, comme Iceland New Shipping ou Orlandoff, qui sont plutôt là sur du transport qu'on appelle tramping, donc à la demande. Donc, point de façade maritime égrenée de ports dans les espaces insulaires régionaux. Il n'y a souvent qu'une seule entité portuaire. De tous les ports insulaires de notre bassin d'études, Port-Louis se démarque. Il est considéré comme le hub insulaire régional. Au long de ces quais qui dentellent la rade de la capitale, se succèdent des terminaux de marchandises générales et des terminaux vraquiers. Le terminal à conteneurs qui se situe dans le secteur dit de mer Rouge, dans le nord du port, est un peu la partie la plus dynamique du port. Il a été poldérisé, gagné sur la mer, et peut accueillir des navires de plus de 15 à 16 000 EVP. Dans la compétition portuaire régionale, Maurice semble avoir définitivement pris le pas sur le port de la Réunion, donc le port voisin. Le trafic à Maurice se monte aujourd'hui à 7,5 millions de tonnes contre 5,2 donc pour le port de la Réunion. Fort de son terminal à conteneurs, donc le port mauricien s'érige donc en principal point d'éclatement des conteneurs pour les autres ports secondaires de la zone qui sont un petit peu au-delà des grandes routes transocéaniques. Donc, parmi les principaux armateurs qui desservent le port mauricien, non, une de trop, on va noter en particulier la présence de Maersk et de la MSI. Bon, il y a la dernière diapo qui ne va pas se mettre. Donc, Maersk et MSI génèrent plus de 80% de part de marché du trafic portuaire de conteneurs de Maurice. Il faut savoir que la MSI, par exemple, a une ligne, la Zambézie Express, qui est en bas du tableau, qui permet de relier Maurice au port mozambicain et qui est une amorce de réticularité maritime régionale. Enfin, pour la dernière diapo, en conclusion, c'est un petit peu sauté le titre. Donc, je vais faire appel à l'indice mondial de performance des ports à conteneurs, un indice qui a été développé par la Banque mondiale en 2021, qui permet d'apprécier l'efficacité d'un port en mesurant notamment les escales des navires ou en tout cas la productivité des quais. Donc 405 ports composent cette liste. Tous les ports de la région sont au-delà de la 300e place. Durban est par exemple 398e, Kourou est 404e, donc avant-dernier dans notre classement. Du coup, en dépit d'une réorientation des routes maritimes depuis 2023, les ports sud-africains restent boudés par les compagnies maritimes. Seul Port-Louis, en dépit d'une faible productivité, tire son épingle du jeu. Il a vu une augmentation de 3% des escales de porte-conteneurs sur la dernière année. Je vais en conclure, donc, qu'importe, les ports sont des marqueurs territoriaux de manière feutrée, accentuée, de l'insertion du local dans le global, du grand sud-ouest de l'océan Indien dans l'océan Indien, de l'océan Indien dans l'Indo-Pacifique. Je vous remercie. Merci Marianne. C'était extrêmement intéressant et en même temps extrêmement technique. Ce que je peux, moi je retiens, ce qui m'a marqué, c'était l'importance des changements de route qu'on vient d'avoir et qu'en fait on avait, et je suppose que ça a un impact économique extrêmement fort, on l'a lu sur l'Égypte et donc sur la traversée du canal de Suez, et donc on sait que l'Égypte est dans une situation économique compliquée du fait de cette réorientation de 50% du trafic plutôt nord-sud maintenant à cause de cette instabilité, on va dire, géopolitique de la région. Et ce que je retiendrai aussi, parce qu'on n'est pas en avance, mais c'est que finalement, on n'a pas l'impression que les ports du Sud aient réellement tiré
avantage de cette réorientation, parce que ce que j'ai bien cru comprendre, c'est qu'ils sont toujours un peu boudés par les grandes, ouais, saturés, et puis donc du coup, en fait, finalement, quand on regarde cet indice que je ne connaissais pas là, donc IPPC, c'est quand même édifiant de savoir que les ports de la région sont tous très très bas dans la liste et au-delà des 300e place, alors qu'en fait, on est sur une des plus grandes routes maritimes et de transport de marchandises, donc il doit y avoir j'allais dire une capacité j'allais dire enfin, de progression et d'amélioration qui doit être relativement important. Donc voilà, j'espère que je n'ai pas trop dénaturé ce que tu nous avais dit. Et donc nous allons terminer par maintenant Thomas qui lui va plutôt prendre un focus sur les ressources halieutiques, mais non pas en tant que ressources halieutiques et économie, enfin facteur d'économie, mais en tout cas qui va être ramené derrière sur les jeux des acteurs, les influences et l'impact en fait des grandes puissances dans notre région. Merci Thomas, donc 12 minutes. Je vais me mettre exactement le temps parce que là, il est compté. Je remercie tout d'abord de me laisser la possibilité d'évoquer un thème central au cœur des enjeux économiques et géopolitiques dans la région, au sein donc de l'océan Indien principalement, qui va être mon principal aire d'étude ici. Et je vais militer aussi pour aller regarder un peu plus au sud. Et je sais que ce matin, il y en avait qui sont allés regarder dans les mers du sud. Et ça m'intéresse au plus haut point. Alors en géopolitique, le contrôle des ressources joue un rôle central dans les rivalités territoriales ou les jeux d'influence. Un titre que le contrôle, comme on vient de le voir, des espaces maritimes, des espaces stratégiques tels que les routes commerciales, ou d'espaces plutôt symboliques, des aires d'influence. Et il se trouve que l'océan Indien, et surtout la zone, le sud-ouest de l'océan Indien, est riche en ressources. Et là, je vais vous parler d'une ressource un peu banale, en fait, qui des fois passe un peu sous le radar tellement elle fait partie de notre quotidien. C'est les ressources halieutiques. Je vous parle pas de pétrole ni de nodules polymétalliques. Je vais vous parler tout simplement des produits de la pêche, ce qu'on appelle les halieutiques, principalement du poisson. Et même si on pourrait parler aussi des concours de mer, peut-être j'y reviendrai, mais j'ai des doutes. Mais bon, ça, on restera sur ça. Et en géographie, on prend vraiment la tâche que la ressource halieutique et son exploitation dépend de beaucoup de paramètres, en particulier des besoins des sociétés, mais aussi de leur niveau technique, leur niveau social. Donc il n'y a pas une linéarité, ça dépend de beaucoup de paramètres quand on exploite une ressource et les enjeux qui peuvent ressortir là derrière. Et là, mon propos va se structurer autour, en fait, de deux questionnements qui montrent que les acteurs s'intéressent à cette région aussi pour des questions économiques de premier plan, puisque ça concerne des secteurs extrêmement dynamiques et en forte croissance et intégrés à des chaînes de valeur mondiales. Et dans un deuxième temps, le titre le renvoie, c'est que la gestion de cette ressource-là, elle épouse pas seulement la volonté de renouveler cette ressource-là, il y a des stratégies, il y a d'autres agendas derrière, qui est celui de peut-être réaffirmer la souveraineté sur des territoires longtemps marginalisés. Alors mon premier propos, je pense que je vous fais confiance, du coup je ferai comme ça, c'est bien. Apparemment, le premier temps, je vais rapidement vous faire un focus sur ressources halieutiques, une qui nous est très connue et une autre plus confidentielle, même si la Réunion, elle est très connue. Alors la première, ça va être le cas du thon. Et ouais, le thon se situe. Alors je vous ai mis deux cartes, une carte et un graphique. La première carte, celle de droite, vous démontre les principales zones. Là, je vous demande pas forcément de vous arrêter sur les chiffres exacts, c'était juste pour vous donner les captures à un moment donné du thon dans cette zone-là. Et on voit très bien qu'il y a une très forte concentration, bien sûr au large de l'Inde, mais aussi surtout au large de la Somalie et qui descend jusqu'à l'entrée nord du canal de Mozambique. Alors pourquoi le thon se trouve là? C'est qu'il y a des conditions naturelles favorables, des conditions liées à des remontées de courants d'eau froide qui profitent à toute la région, mais attention, j'y reviendrai dessus, c'est une ressource, bien sûr, qui migre aussi. Si vous l'avez bien vu, le graphique de gauche, juste a l'objectif de vous montrer une chose, c'est que c'est une ressource qui n'a pas été exploitée à l'échelle par des acteurs internationaux, parce que bien sûr, là mon propos, et Eric me le rappelait bien entendu à juste titre, concerne la pêche commerciale faite par des entreprises et des industriels. Je ne parle pas de la pêche domestique, qui est massive, mais plutôt limitée donc aux côtes. Là, pour vous montrer, c'est que dans les années 80, il y a une véritable explosion de capture de thon.
Alors, c'est lié à une chose, à deux choses toutes simples, c'est qu'il y a un effondrement des stocks de thon dans l'Atlantique à ce moment-là. Et qu'est-ce qui se passe? En particulier parmi les Européens, Espagnols et Français, ils vont prospecter. Et déjà, les Japonais étaient au courant, mais les Espagnols et les Français vont être extrêmement, avec bien sûr la coopération des pêcheries réunionnaises, vont prospecter et vont découvrir des stocks extrêmement importants dans cette région-là. Et à partir des années 80, ça veut venir un espace attractif pour la pêche au thon à ce moment-là, qui va être intégré à l'échelle mondiale, puisque maintenant, c'est 25% des prises mondiales, je vous donne un chiffre environ, hein, 25% des prises mondiales de thon se effectuent dans cette région-là, et tout cela est débarqué dans un port. C'est le port de Vitoria aux Seychelles, qui est un véritable hub en fait du thon mondial. Puisque, et là c'est assez marrant, dans nos représentations, souvent les Seychelles, ça fait référence plutôt au tourisme, eh bien, il faut bien prendre en compte que pour les Seychelles, une grande partie de la manne vient du produit de la pêche, qui n'est pas seulement que de la marine séchelloise, on va y venir. Pour un petit chiffre, pour vous donner l'intégration, puisque ça va sur les marchés asiatiques et européens, on estime, alors les chiffres aussi, mais quasiment 40% du thon en boîte consommé en Europe viennent de cette zone-là. Alors, c'est les fameux les trois stars, c'est la bonite, surtout le listao et le thon albacore ou thon jaune. Si on continue, une deuxième, alors plus confidentielle, mais qui est assez intéressant, qui va vous montrer de manière pourquoi certains acteurs s'intéressent à des zones qui nous paraissent, c'est bien sûr ce qu'on appelle ici l'alégine. C'est la suite. Alors, l'alégine, je vais continuer, je vais passer celle-ci. L'alégine se situe, donc c'est un poisson d'eau froide qui est pêché principalement dans les îles d'Étaphe, dans les mers du Sud, Kerguelen et Crozet. Alors, ça n'a rien à voir avec les prises du thon. Le thon, c'est 1 million, tu m'as dit 1,5 million, 1,5 million de tonnes par an. L'alégine, pour la France, c'est 6 000 tonnes. La France est premier producteur de légine. Alors, pourquoi l'évoquer? Puisque tout simplement, la France est premier producteur mondial de légine. Et pourquoi ça a son importance, surtout la Réunion, mais dans le cadre français, c'est que ça rapporte, alors c'est un chiffre assez difficile des fois à se rendre compte, ça rapporte autant que le sucre, puisque à l'exportation, puisqu'on est obligé de débarquer la légine à la Réunion, qu'elle est renvoyée. Et ça rapporte autant que le sucre. Donc on voit que c'est une ressource vraiment très importante. Et là-dessus, aussi un petit chiffre sur le marché mondial. Alors, je n'arrive pas à trouver des données, forcément, il y a une forme d'ombre là-dessus. Le marché oscille des fois entre 80 et 90 euros le kilo. Donc, un des poissons les plus chers, ce qui fait dire que c'est 11% de la valeur ajoutée de la pêche française, pour une pêche qui est quasiment confidentielle. Donc, ce qui montre l'intérêt économique de cette pêche-là. Et 95%, les dernières données sont 95% de la légine et sur deux pays, Chine et États-Unis. Alors, vous comprenez qu'avec la question des barrières douanières, dernièrement, les pêcheries réunionnaises étaient vraiment fortement inquiètes puisque plus de la moitié de la légine est exportée vers les États-Unis. Donc, ce qui est un élément d'inquiétude là-dessus. C'est une pêche très réglementée puisque pendant très longtemps, elle pêche uniquement dans les eaux territoriales françaises faites par la France. Alors, ça prête à sourire parce que pendant très longtemps, ça n'a pas été pêché par les Français, ça a été pêché par des Russes jusqu'à les années 90. Pour une chose, c'était pas pour sa valeur gustative exceptionnelle, enfin, ça je suis pas trop au regard, mais c'était pour la farine animale. Et là, on voit un renversement de la ressource. La ressource est au profit d'un marché gustatif très recherché. Alors, vous comprenez très bien l'importance de la gestion de ces deux ressources halieutiques, puisqu'on veut préserver une ressource qui rapporte de la manne, extrêmement intégrée. Et dans un deuxième temps, ce qui nous pose la question, c'est qui peut pêcher ça et dans quelle zone? Ce qui nous amène ici au deuxième point, qui est celui de travailler sur les délimitations des zones de pêche. Et en gros, la territorialisation de la mer qui s'est passée à l'échelle mondiale, mais surtout dans cette zone-là. Alors, c'est la suite que l'on va aborder, puisque là, je m'excuse un petit peu, on va aller sur le droit de la mer. Le droit de la mer a eu un impact, le changement du droit maritime dans les années à partir de la Seconde Guerre mondiale, après, a eu un énorme impact dans l'océan Indien. Est-ce qu'on peut peut-être avancer là-dessus? Voilà. C'est que, alors je le fais extrêmement rapidement, je suis désolé vu le temps imparti, mais l'ONU a pris en charge le fait de faire des conventions internationales pour la délimitation, pour réglementer la souveraineté dans les eaux. Grosso modo, je le fais, excusez du peu, de manière très triviale en disant c'était le Far West et on va essayer de mettre
un petit peu de règles dans tout ça. On va faire une série de conventions qui commencent dans les années 50. Il y en a une qui est restée extrêmement célèbre parce qu'elle a un impact très fort, c'est celle de Montego Bay en 1982, qui va définir ici une zone très importante. Ce qu'il faut retenir, c'est ce qui est écrit ZEE, zone économique exclusive. C'est au-delà de la ligne de base, pour dire tout simplement le littoral, vous allez jusqu'à 200 000 nautiques, plus de 350 km, et dans cet espace maritime, vous êtes l'État est souverain, d'accord, sur le contrôle, alors là ici, de notre ressource-là. Ça va avoir un impact assez important, puisque vous allez voir, je vous ai mis une carte assez simplifiée, mais qui donne une lecture assez parlante des ZEE qui vont être dans cette zone-là. Et donc là, il y a un processus de territorialisation de la mer, c'est-à-dire que la souveraineté dépasse maintenant le continent, c'est que les États vont se prolonger au-delà de leur ligne de front et vont développer des politiques, et on va y revenir pour le cas de Seychelles. Alors, ça devient un peu plus compliqué. Je passe pour, bien sûr, des espaces très particuliers. Quand vous êtes dans un détroit ou un canal, avec le chevauchement, parce qu'on est sur des espaces très exigus, dans le chevauchement des ZEE, je ne vous en parle pas. Juste un indice, vous voyez sur la carte, à des endroits, c'est en pointillé. Quand c'est un pointillé, c'est qu'il n'y a pas d'accord entre les parties. Donc vous voyez que dans la zone du canal du Mozambique, les ZEE françaises sont extrêmement contestées et on en a évoqué déjà ce matin avec M. Folio là-dessus. Je ne m'étends pas. Alors là, ce qui est important, c'est de bien montrer quel est l'impact pour certains États dans la région et qui va toucher notre ressource. C'est bien sûr les États insulaires. Et bien entendu, si on revient sur le cas des Seychelles, c'est absolument incroyable la ZEE qu'ils vont avoir. Ce petit État formé de 115 îles va recevoir quand même une ZEE au bas mot de plus de 1 million quand même de kilomètres carrés. Ça va être la même chose pour Maurice. Donc vous allez avoir un État qui est indépendant depuis quelques années, 1976 pour les Seychelles, qui vont recevoir un territoire souverain absolument immense dans lequel il y a une ressource très prisée. Donc vous voyez un petit peu les enjeux qu'il y a derrière. Bon, bien entendu, il y a un autre gagnant dans l'histoire, c'est la France. Puisque là, on est sur un État qui possède de nombreuses îles dans la région, et on va en voir, il a été dit, 30% quand même des ZEE se trouvent dans la zone, avec en particulier celle des îles Éparses, de la Réunion de Tromelin, et dans les mers du Sud, pour, bien entendu, donc Crozet, Kerguelen, et qu'on va retrouver là-dessus. Alors, qui font, pour les ZEE dans les mers du Sud, c'est 1 million de kilomètres carrés qu'on va retrouver là-dessus. Alors, du coup, on va se poser la question du contrôle d'immenses territoires qui sont très attractifs. Contrôle, par exemple, pour les Seychelles. Parce que les Seychelles, nouvellement indépendants en 1976, va voir dans l'étendue qu'il y avait, surtout après 1982, va avoir une possibilité de développement et va se lancer dans l'économie bleue à tambour battant. Et surtout, l'arrivée de pêcherie internationale va leur permettre de signer un certain nombre de partenariats, puisque les États maintenant sont souverains. Donc, ils peuvent limiter l'exploitation à leur marine, mais aussi passer des accords. Et bien, les Seychelles vont passer des accords avec les pays de l'Union européenne. France, Espagne, bien entendu, mais aussi très rapidement Japon, Taïwan. Alors, le Japon va repartir, va revenir, bref, mais nous, les Français et les Espagnols, on va rester des partenaires essentiels. Donc, vous voyez très bien que les politiques qu'il y a entre les Seychelles, par exemple, et la France sont tout d'abord, avant tout, des enjeux aussi économiques liés à l'économie bleue dans cette zone-là. Dernier point, la territorialisation pose un problème aussi dans le cadre du voisinage et dans le cadre du canal du Mozambique, parce que quand vous avez quelquefois des ZEE à proximité, la fermeture de la mer va poser des problèmes quand vous avez une pêche des fois locale qui du jour au lendemain va se retrouver illégale, alors que juste avant, ça va être le cas par exemple dans le nord des îles Éparses, où vous avez des pêcheurs des fois malgaches qui allaient faire des bivouacs sur ces zones-là et qui ne vont plus le faire puisqu'il y a une fermeture et la France va aller dans cette zone-là pour se faire respecter. Alors, la gestion, elle passe par aussi deux prismes. Celui de la coopération, là-dessus, je ne vais pas m'étendre, puisque la coopération va se faire par le biais quand même de deux institutions qui ont leur rôle. Alors, tout d'abord, la CTOI, qui, il n'y a pas longtemps, a fait la session à La Réunion en avril, qui est la commission donc chargée de la gestion du thon, qui a comme objectif de regarder les stocks, de conseiller les États sur les quotas à allouer pour les pêcheries, pour maintenir ce vivier-là. Et bien entendu, il y aura aussi des actions à mener envers, bien entendu, la pêche illégale. Bon, je ne vous dis pas où est-ce que se trouve le siège de la CTOI.
aux Seychelles, à Victoria. Bien entendu, c'est pas pour rien quand on fait la géopolitique, la localisation a son rôle. La deuxième institution, c'est la Convention sur la conservation de la faune et la flore marine de l'Antarctique, qui là aussi, dans le cas de la Légine, a une fonction scientifique de préconisation des stocks. Et là, vous remarquez que ce matin, ça a été dit, le rôle, par exemple, de la Chine dans ces institutions-là, eh bien, qui a un regard quand même aussi sur ces ressources-là, puisqu'elle est membre active, puisqu'elle est une implantation dans l'Antarctique. Et il y a un jeu d'acteurs aussi, je ne vais pas m'étendre là, mais au sein de ces conventions-là. Le deuxième point, et le dernier point que je vais soulever sur la gestion, vient celui de la lutte contre la pêche illégale, bien entendu. Parce que le contrôle de ces espaces-là pose un grand problème matériel. Les États ont relativement des compétences pour contrôler des territoires terrestres. Les frontières, la gestion, on sait faire depuis quelques décennies, voire des siècles pour certains États. Le contrôle des mers, plus compliqué. D'accord? Comment on fait? Eh bien là, si on peut avancer, la France, elle fait à la fois, c'est un très bon cas d'étude et un modèle dans le lieu, surtout pour le cas des TAF. Les TAF, c'est un territoire, vous voyez, on est à plus de quasiment 3000 km de la première île vraiment habitée, puisque les TAF sont occupés partiellement par des scientifiques et du personnel administratif. Et donc là, on est sur des espaces absolument immenses, 1 million de kilomètres carrés à contrôler. Comment on fait? Eh bien, tout simplement, la première des choses qu'on a trouvées, c'est de faire des partenariats avec les pêcheries. Donc, c'était tout simplement les bateaux qui étaient chargés par l'État de signaler des bateaux qui faisaient de la pêche illégale. Va se doubler très rapidement à partir, donc surtout des années 2000, des patrouilles de frégates. Donc ça va être convoi militaire. Donc la marine française va doubler ça, mais on continue la coopération avec les pêcheries. Donc on voit que les intérêts privés participent à l'exercice de souveraineté. Et là, c'est intéressant dans le cas. Donc là, vous avez la frégate au réel dans celui-là. Le problème, c'est qu'elle part un mois. Imaginez bien que c'est compliqué. Ça va réussir quand même. Le dernier bateau, c'est 2013. Alors, au-delà de la publicité, le dernier bateau de pêche illégale a été arraisonné en 2013. Au-delà de la publicité, il faut bien comprendre que c'est un espace quand même très éloigné. Vous avez peu de acteurs dans le terrain à part là, donc on est un espace préservé. Donc il n'y aura pas de forcément trafic, c'est pas la même chose dans le canal du Mozambique. Dernier point, on voit quand même que face à l'attrition des moyens qui sont alloués à la défense, les flux, les finances, on sait ce qu'elles sont, eh bien, on va essayer aussi de mobiliser le secteur privé avec des cas d'innovation. Je vous ai mis ici le cas du projet Océan Sentinelle, sur lequel je vais essayer rapidement de conclure, qui est, voilà, on a posé des GPS sur les albatros et qui sont censés, donc, là-dessus, patrouiller. Alors là, je vous ai parlé de cas français. Il faut savoir qu'il y a la coopération avec l'Australie et l'Afrique du Sud, puisque juste à l'ouest, que vous avez de Kerguelen et de Crozet, vous avez des petits îlots, pareils, mais dans lesquels pêchent les Australiens et l'Afrique du Sud. Et ces deux pays avec la France se donnent mutuellement le droit de patrouiller militairement dans leur propre ZEE. Donc, on peut aller chez le voisin et contrôler. Donc là, il y a une action diplomatique. Donc, vous voyez que les relations avec l'Australie concernent pas seulement que la zone océan Indien, mais aussi les mers australes. Et pour terminer, sur la diapo suivante, vous comprenez que là-dessus, et je ne vais pas m'étendre sur ce point-là, puisque la projection, la gestion de la pêche amène à une projection de la puissance. Là-dessus, dans le canal de Mozambique, c'est flagrant quand on protège nos ZEE, pour le cas de la France, mais pas que. Si on peut passer à l'avant-dernière, avant la conclusion, le cas, c'est après, normalement, c'est le cas de du Japon, par exemple, qui participe à la pêche, au contrôle de la pêche illégale dans les eaux des Seychelles. Il y a une frégate qui, normalement, est dans le port Victoria, c'est pas après, ça ne passe pas, normalement, après celle-ci, voilà. Ouais, je vais conclure. Le cas de l'Inde et du Japon, excusez-moi, j'ai dit Japon, c'est l'Inde qui envoie des moyens militaires et qui est en fait un des leviers, parce que vous savez que l'Inde investit dans le domaine météorologique, scientifique, militaire, mais aussi dans le cadre de la pêche, mais c'est un des moyens de projection de la puissance. En conclusion, 3 points à retenir, c'est que la ressource halieutique au sein de l'océan Indien est très importante puisqu'elle ça dessine des systèmes productifs connectés à l'échelle mondiale qui impliquent des acteurs régionaux et internationaux. Donc le changement d'échelle est très important. C'est une espèce de coopération avancée et surtout ça permet à des États d'asseoir sa souveraineté sur des espaces maritimes longtemps marginalisés dont on ne regardait pas et à d'autres d'intervenir dans ces zones
au prisme de la gestion des ressources halieutiques. Je vous remercie et désolé du déplacement. Bon, merci Thomas, désolé, j'ai pas été assez ferme. On va dire que ta conclusion a quand même assez bien synthétisé ton exposé, mais quand même dire que il y avait des enjeux quand même autour de cette ressource halieutique et que derrière cette ressource halieutique, il y avait des jeux d'acteurs et des enjeux territoriaux importants et que en fait la projection au-delà d'un certain nombre d'États insulaires avec des ZE relativement grandes, dont la France est une grande bénéficiaire, on peut dire génère un certain nombre de contestations, pour ne pas dire tensions entre des États, et notamment je pense à Madagascar, qui contestent la souveraineté de ces îles. Donc je vous remercie et désolé pour le dépassement. Quelques petites questions. On a jusqu'à quelle heure? 10 minutes. Allez, 10 minutes de questions. Y a-t-il des questions pour nos collègues? Alors, je reviendrai, puisqu'il n'y en a pas, je reviens vers Nachim, parce que ça m'interpelle quand même. Je suis pas spécialiste, je suis pas banquier, mais quelque part, quand on parle d'obligations, moi, je suis très mauvais en bourse, je suis très mauvais en placement financier, mais quand je place de l'argent, ou je suppose quand un banquier place de l'argent, c'est qu'il attend un retour sur investissement. Et investir dans certaines actions de la blue economy, notamment dans la conservation, donc tu as pu citer autres, c'est comment ces investisseurs voient leur retour sur investissement. Donc, comme j'ai donné l'exemple des Blue Bonds, il faut pas juste investir pour conserver euh, la nature, mais aussi de pouvoir accompagner les compagnies pour faire de la conservation, mais en même temps de faire des projets où ils peuvent bénéficier. Je vous donne un exemple. Aux Seychelles, par exemple, il y a un chercheur qui fait ses études sur les algues marines, la transformation des algues marines en microplastique, donc microplastique puis bioplastique. Donc la chercheure est arrivée à un stade où elle a besoin beaucoup d'argent, de fonds pour certifier le produit. Mais le produit est déjà frais, est déjà fait, prototype. Elle a juste besoin d'investissement pour pouvoir certifier ce produit. Donc, cette chercheure a bénéficié de Bluebond. Pourquoi? Parce qu'elle est en train de faire la cultivation des algues, puis extracte les algues marines pour pouvoir produire. Donc, ça, c'est si vous voulez, la biotechnologie marine, c'est un peu comme ça que ça marche. C'est pas aller d'explorer directement les ressources maritimes, les ressources marines, mais faire la conservation, la production et puis faire l'exploration. L'ensemble des obligations, quelle est la part des blue bonds? Sur l'ensemble des obligations sur les marchés, quelle est la part des blue bonds? Qu'est-ce que représentent les blue bonds? Je crois que c'est autour de 3%. Donc on peut s'interroger sur le fait qu'il y en ait si peu, parce que ça reste une obligation. Et pour aller un peu plus loin, je reviens sur l'exemple. Euh, Quel est l'intérêt de produire des bioplastiques? C'est pas forcément une question pour Nachim, c'est une question plus générale. C'est-à-dire que Bioplastique, c'est parce que c'est le trend biodégradable, etc. Peut-être qu'il y a d'autres sources, mais moi, je vous donne un exemple que je peux justifier. Pourquoi il faut produire des marine cosmetic products, des produits cosmétiques marines. Donc, si on voit bien, tout ce qu'on lave, ça part dans l'eau. Et si on produit des marine cosmetics, c'est que c'est moins néfaste aux ressources marines. Donc,
oui, faire de la blue economy, mais choisir des produits qui sont aussi bénéficieux pour l'environnement, des ressources marines. D'accord. Mais ça je le comprends très bien, puisqu'on utilise l'océan pour trouver des nouvelles molécules pour faire finalement de la pharmacologie, d'accord, et avoir des produits qui demandent d'ailleurs énormément euh, d'investissement intellectuel. C'est pas, je veux dire, c'est pas passer, c'est plus compliqué que de passer de pêcheur à aquaculteur. Même si de passer de pêcheur à aquaculteur, c'est comme passer de chasseur-cueilleur à agriculteur. Vous voyez? Donc ça je le comprends très très bien. Mais pour revenir à notre question de la part des blue bonds dans l'ensemble du marché des obligations, nous avons eu une annonce qui vient de la guerre en Ukraine et que le président a dit, bon, maintenant il va falloir réarmer, il va falloir remettre 800 millions pour les armements sur la table. Donc cette petite part, d'accord, qu'il y a sur les blue bonds ne risque-t-elle pas à s'évaporer devant la rentabilité de ces industries d'armement? Il y a une question là-bas, mais je voudrais juste rebondir sur les commentaires du professeur. Faut pas oublier que les blue bonds, c'est pas seulement les banques. Il y a d'autres acteurs privés et d'autres investisseurs. Il y a aussi les assurances qui permettent d'assurer ce risque. C'est vrai que maintenant les études ne sont pas suffisantes, qu'on n'a pas assez de recul sur le sujet. Il y a seulement les Seychelles, un pays en Amérique latine qui, on va dire, ont pu compléter un blue bonds complet, mais on n'a pas les retours sur le risque. Et ça, le risque que vous avez identifié dans la répartition budgétaire, notamment des États, c'est un risque qui va être pris en compte et je pense que dans 10 ans, peut-être, sera assez viable. Juste une réponse, je le comprends très bien. Mais ce qu'il y a derrière, en fait, de cette question des blue bonds, c'est vraiment la soutenabilité, disons-le, de ces blue bonds sur le marché des obligations. De ce que vous dites, en fait, cela suppose que lorsque une entreprise accepte d'investir dans des blue bonds, elle prend en compte l'interland que l'on doit construire derrière. Ce qui revient à dire que est-ce que finalement, il ne révèle pas tout simplement un consentement à payer, d'accord, sur un certain nombre de produits. Donc, si on révèle un consentement à payer, autant mettre une taxe, non? On peut avoir le débat très longtemps, mais on peut voir les taxes qu'il y a eu sur, on en discutera après, mais les taxes qu'il y a eu notamment sur le carbone bleu et autres, on a les premiers retours et on a beaucoup de choses à apprendre de ça. Donc, j'avais une question, bonjour, en lien, un peu plus simpliste, donc de vos retours d'expérience, notamment en Archine et à vous-même. Quels sont les critères prioritaires que les investisseurs prennent en compte pour financer voilà, un projet donné, un, et deux, par rapport à notre région ici sur cette thématique, quels sont les pays qui ont bénéficié un peu, voilà, prioritairement les pays les plus, on va dire, visités par les investisseurs qui veulent et pourquoi? Je vais peut-être donner un exemple qu'on appelle, qui n'est pas nécessairement dans la zone. Déjà, dans le contexte d'une organisation internationale, nous, on appuie en fait à mettre en avant les points forts des États pour rassurer les investisseurs. Les investisseurs veulent savoir déjà s'il y a un cadre réglementaire dans le domaine dans lequel ils vont investir, qui est en place, et si on n'a pas, quel serait le cadre réglementaire qui va être développé? Est-ce qu'il y a aussi des agences étatiques qui permettent d'appuyer plus tard cet investissement? On a travaillé avec la Commission économique africaine sur un Blue Economy Toolkit qui permet en fait d'agréger différentes datas et d'identifier de potentielles zones d'investissement en tentant de prendre en compte le secteur aussi informel que parfois on oublie et qu'on ne met pas
dans l'apport que ça a dans un domaine. Donc ça, en tant qu'organisation internationale et régionale, c'est ce qu'on essaye de mettre en place. Mais si on doit prendre un exemple d'investissement fort qui a pu fonctionner, je vais partir en Chine. Je vais parler de Shenzhen, qui est une ville bleue. Et en fait, toute la ville a été construite autour de l'économie bleue. Il y a captation carbone, donc ils ont fait des plantations de mangroves, ils ont créé des agences de pêche, ils ont créé des agences d'innovation, ils ont créé aussi des programmes universitaires autour de l'économie bleue, parce qu'on peut tous parler de l'économie bleue, mais si on forme pas les générations futures, ben les investisseurs, ils vont créer, ils vont investir, mais ils vont pas avoir de l'investissement direct sur l'économie, et donc tout l'investissement va repartir et on verra pas ce développement dans l'État. Donc en fait, c'est vraiment tout un microcosme favorable qui est à construire tant avec les acteurs publics que les acteurs privés et la communauté. C'est-à-dire maintenant à Shenzhen, il y a une population qui a entre 30 et 40 ans qui sait parfaitement ce qu'est l'économie bleue et ce qu'elle peut engendrer et comment être sûr que ce soit viable dans les 30 ou 40 années à venir. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Donc, je pense on a fait le tour. Et si je pouvais me permettre juste une transition avec le prochain panel, c'est qu'il faut pas oublier que le développement durable, il est aussi pour les populations locales et que la France s'est beaucoup engagée et investie dans l'océan Indien sur des projets de pêche durable et j'allais dire au profit et pour les populations locales. Donc il y a un énorme projet qui a été financé par France 2030, donc 2030, et c'est extrêmement important parce que derrière il y a la formation des nouveaux et des jeunes chercheurs de ces pays-là qui vont être les acteurs de demain de cette pêche équitable et durable. Donc voilà, c'était juste une transition.